Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin, bonjour, bienvenue sur Zone Franche. Au cours de cette semaine qui s'achève, son parti politique a été approché par le cadre de concertation des forces de l'opposition pour avoir sa caution au sujet de l'audit du fichier électoral, une offre rejetée tout simplement par l'Union progressiste Le Renouveau qui visiblement n'y trouve pas assez de pertinence. Et si le toilettage du fichier électoral n'est pas une priorité de l'heure, de quoi s'occupe alors l'UP Le Renouveau dans la perspective des élections générales de 2026? Nous sommes bien curieux de le savoir sur Zone Franche et c'est l'une des raisons de la présence sur ce plateau d'un membre de cette formation politique. Urbain Stanislas Amebedji, c'est son nom. Il est par ailleurs directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, dont les actions seront également au menu de nos discussions de ce dimanche. C'est sans occulter bien évidemment ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, vous le savez. Il s'agit de cette bavure policière enregistrée à Parakou au nord du Bénin. Monsieur Amebedji, bonjour. Bonjour Monsieur Abounou. Merci d'accepter de venir partager ces moments de discussion avec nous. Nous serons deux dans cet exercice avec vous en face de moi. Eric Guédénon. Eric, bonjour. Bonjour Franck Kaounou. Urbain Amebedji, bonjour et bienvenue sur Zone Franche. Bonjour Monsieur Guédénon. Nous allons commencer par les questions d'emploi. Vous êtes à la tête de l'ANPE depuis quelques années. Que direz-vous à ceux qui pensent que Patrice Talon n'a pas fait suffisamment d'efforts en matière de création d'emplois, mais bien au contraire, qu'il en a gâché suffisamment? Bon, je dirais plutôt que il se trompe. C'est plutôt le contraire. Si l'on compare les deux mandats du Patrice Talon par rapport au mandat d'autres présidents, c'est le mandat qui a le plus créé d'emplois dans notre pays. Et quand on parle de création d'emplois, je préfère ne pas dire création d'emplois, création d'opportunités d'emploi. Parce que l'emploi ne se crée pas. On crée des entreprises, on crée un espace économique, on crée des conditions. L'État a pour rôle de créer toutes ces conditions pour que l'emploi se crée. L'emploi est créé par l'entreprise, par l'économie. Et ce gouvernement, le gouvernement du président Patrice Talon, l'a si bien compris qu'ils ont décidé dans leur politique d'investir à favoriser l'entreprise. Et beaucoup de choses ont été faites pour pouvoir faire en sorte que la place du Bénin, la place économique du Bénin soit assainie, soit attractive de manière à ce que les entreprises s'installent. D'ailleurs, vous noterez dans les statistiques de création d'emplois, on n'a jamais créé, création d'entreprises, pardon, on n'a jamais créé autant d'entreprises dans notre pays donc que vous maintenant. Faites le lien entre les emplois et la création des entreprises. Absolument. Lorsque vous créez une entreprise, vous êtes amené à recruter. Si vous ne créez pas d'entreprise, il n'y aura pas de recrutement. L'emploi, ce n'est pas de l'incantation. Ça vient de l'entreprise. C'est comme la poule. Vous nourrissez la poule, elle vous pond des œufs. Alors, si vous dites, je vais avoir des œufs, je vais avoir des millions d'œufs, vous devez nourrir la poule. Et c'est pour cela que ce gouvernement a comme politique d'entretenir les entreprises. Les conditions de création d'entreprises ont été allégées. Aujourd'hui, en quelques heures, vous pouvez créer votre entreprise. Les facilités ont été obtenues pour que les jeunes puissent créer rapidement leur entreprise sans difficulté. Les formalités, ainsi que les facteurs de production, le foncier, l'électricité, l'eau, les impôts, la justice, tout cet environnement qui peut être un handicap à l'entreprise, des réformes ont été faites de manière à ce que les entreprises se sentent à l'aise. D'ailleurs, si vous remarquez, si nous avons pu avoir une zone industrielle GDIZ, Glodigbe au Bénin, qui fonctionne avec des milliers d'emplois aujourd'hui, c'est bien parce que le secteur privé a constaté que la place du Bénin est attractive et qu'on peut y investir son argent sans avoir peur, sans crainte, de telle manière qu'aujourd'hui, les milliers d'emplois qui sont créés à la GDIZ, ce sont les entreprises qui les ont créés. Et c'est d'avoir agi sur l'environnement, d'avoir créé une plateforme, d'avoir créé un écosystème qui ont permis aujourd'hui que nous puissions avoir ces millions d'emplois. On reviendra de façon spécifique. Donc dire aujourd'hui que
on n'a pas créé suffisamment d'emplois. Je veux voir les statistiques. Et moi, je peux vous donner celles qui permettent de dire qu'on n'a jamais créé autant d'emplois. Oui, on aura les statistiques justement. On reviendra de façon spécifique sur le cas de Glodjibé. Alors, une chose est de créer des entreprises, mais une chose est de s'assurer que ces entreprises vont vivre longtemps pour que l'emploi soit durable. Oui, quel est le problème? Nous avons des plaintes de ce que... C'est vrai, on crée des entreprises, mais en même temps, ces entreprises ont des difficultés et parfois elles sont obligées de fermer. Oui, mais le rôle de l'État, c'est pas... Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions pour que les gens créent les entreprises. Reste maintenant l'initiateur de l'entreprise d'avoir son dynamisme, sa capacité à maintenir son entreprise. L'État ne va pas suffisamment ouvert pour permettre à toutes les entreprises de prospérer. Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce que l'État fait pour fermer le secteur? Non, le secteur est ouvert à tout le monde. Si vous allez sur la plateforme de la pièce, vous pouvez créer votre entreprise. Mais si votre entreprise va prospérer, cela dépend de votre propre dynamisme. Ce n'est pas à l'État de le faire à votre place. L'État ne va pas gérer les entreprises privées à leur place. Et donc, si une entreprise ferme, ce n'est pas la faute de l'État. C'est au promoteur de savoir comment gérer son entreprise, comment avoir ses marchés, comment avoir sa clientèle, comment la maintenir, comment développer son entreprise. Alors, M. Amegbedji, si l'État a pour rôle d'entretenir, enfin de créer un espace, d'entretenir des entreprises qui à leur tour vont créer des emplois, quelle est cette logique-là selon laquelle vous êtes venu voir des entreprises qui étaient là et puis, patatras, on ferme tout, on met des gens au chômage et puis on fait la promotion, on dit qu'on fait la promotion de l'emploi. Pourquoi ne pas entretenir, ne pas revoir un peu les difficultés de ces entreprises étatiques qui existaient pour garantir, pour maintenir ces emplois-là? Monsieur Aounou, je voudrais vous demander, est-ce que vous préférez que, parce qu'il y a des difficultés à Canal 3, que votre promoteur crée une autre télévision à côté, ou qu'est-ce que vous aurez préféré qui permette, qui va, en fermant par exemple Canal 3 et créer une nouvelle entreprise qui va générer plus d'emplois et plus de résultats? Qu'est-ce que vous préférez? Alors si on prend les entreprises de façon... Non, j'en viens. Oui, allez-y. Pour vous dire que lorsqu'on parle de fermeture d'entreprise, on oublie de parler de création d'entreprise. On en a créé beaucoup plus. Et c'est des actes de gestion. Si vous êtes nommé directeur général de Canal 3 et que vous remarquez par exemple que on a pris avant vous 2 sociétés de gardiennage dont chacune a 4 employés pour garder votre le Canal 3 et que vous remarquez qu'une seule société suffit, mais que pour d'autres raisons on a dû prendre 2 et que vous dépensez plus d'argent qu'il faut, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un acte de gestion pour fermer l'une des... pour demander que l'un des prestataires se retire. Parce que vous avez besoin de moyens pour faire d'autres choses. Ce sont des actes de gestion. Et donc, quand on met devant qu'on a eu à fermer certaines entreprises ou certains offices de l'État, on oublie de dire les nombreuses agences qui ont été créées et dans lesquels il y a des milliers d'emplois. Est-ce que ces agents qui étaient dans ces offices-là sont systématiquement reversés dans ces... Pourquoi devraient-ils être systématiquement? Alors là, il y a un problème. Non, il y a des gens qui sont mis à la rue. Non, ils ne sont pas mis à la rue. Sont affamés et on crée d'autres entreprises. Lorsqu'on crée une entreprise... Qu'est-ce qu'on veut finalement? Vous voyez l'emploi comme une affaire sociale. Ce n'est pas ça, c'est une affaire économique. Si vous créez une télévision, vous avez des journalistes. On n'a pas besoin d'autres choses, d'autres compétences. Et si l'entreprise qu'on a fermée n'a pas les journalistes, vous irez recruter les journalistes ailleurs. Vous n'allez pas les prendre et quand même. Donc, selon le besoin de la nouvelle agence... Selon les diagnostics que vous avez faits quand le président Talon est arrivé, tous ceux qui travaillaient dans ces entreprises n'étaient pas, disons, des ressources utilisables dans si l'entreprise en question ne produit pas de résultats, mais écoutez, M. Aounou, vous êtes dans ce pays depuis longtemps. Vous savez bien qu'il y a des entreprises béninoises étatiques qui vivaient sous perfusion de l'État. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, les recettes qu'ils avaient, c'est des entreprises commerciales, et vous les connaissez. Et que ces entreprises ne produisaient pas de résultats. Mais au contraire, les impôts que nous payons, on prenait une partie de ces impôts pour subventionner ces entreprises jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut continuer ça éternellement?
Est-ce qu'on peut faire ça? C'est de la gestion, ça. Et donc, il faut arrêter ça. Restructurer ou créer une nouvelle entreprise qui puisse être performante. Et si l'État ne peut pas faire du commerce, l'État n'a pas pour rôle de faire du commerce. Et si on a créé des entreprises dans le commerce, on concurrence inutilement le privé, l'État ferme. Et sort de ces domaines-là pour s'occuper de ces domaines régaliens, qui est de créer l'espace, comme je l'ai dit, créer l'environnement, favoriser, accompagner, soutenir, mais ne pas être un acteur direct dans le domaine du commerce, par exemple. Alors, parlez-nous un peu du marché de l'emploi au Bénin. Quelles sont aujourd'hui les forces de ce marché-là? Comment est-ce que ça se présente? Est-ce que véritablement, ça donne de l'espoir à ces milliers de jeunes qui sont en quête d'emploi? Bon, disons que le marché de l'emploi au Bénin est un marché qui est essentiellement dominé par l'agriculture, le commerce, les échanges, je veux dire, et très peu en matière d'industrie. L'industrie a commencé maintenant avec la naissance de le Djigbe Industrial Zone. Et donc, ce marché est demandeur de compétences techniques et professionnelles. Malheureusement, la majorité des jeunes formés par les universités et les centres de formation sont dans le domaine général, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas toujours aux besoins de l'entreprise. Les entreprises également, les entreprises ont pour rôle également de contribuer à la formation des jeunes, mais vous savez, comme c'est des privés, ils veulent immédiatement des résultats. Et donc, ils n'ont pas le temps de reformater les jeunes qui sortent de l'université. Ils veulent recruter directement des personnes à même de leur produire des résultats. Et donc, il y a un conflit entre, ou je vais dire un écart entre la demande des entreprises et les compétences que les jeunes viennent vendre sur le marché de l'emploi. Et c'est cela qui crée essentiellement le chômage dont nous souffrons dans notre pays. Et donc, l'État, le gouvernement, ayant compris cela, a décidé de faire la réforme du système éducatif, de manière à le tourner véritablement vers le technique et le professionnel, au détriment de l'enseignement général qui ne nous permet pas de fournir au marché de l'emploi les compétences dont ce marché a besoin. Donc, voilà le problème fondamental que nous avons. Il y a une correction qui est en cours et qui va permettre d'avoir les résultats dans quelques années. On aura un meilleur matching, c'est-à-dire un meilleur rapprochement entre les besoins du marché, les besoins des entreprises et les compétences fournies par les centres de formation. Et cela va contribuer probablement à la réduction du chômage. Mais le marché de l'emploi attend disons, ces conditions que vous devez créer. Ça devient trop élastique, non? Depuis, Patrice Talon a promis ces lycées-là qui doivent nous sortir des jeunes immédiatement exploitables sur le terrain, immédiatement qu'on peut utiliser sur le terrain sur le marché de l'emploi. Mais ça tarde trop. Nous sommes après 8 ans quand il a pris le pouvoir. Non, quand est-ce que ça va venir finalement? Non, il ne faut pas dire cela. Vous savez que la réforme d'un système éducatif ne se fait pas en renversant la table. Ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas nous qui avons annoncé les délais. Dans un message à la nation, le chef de l'État l'a dit. Dans un deuxième message, il a dit. Et on en est toujours là. Ces lycées-là n'ont toujours pas ouvert. Mais ces lycées sont en construction, vous le savez très bien. Ces lycées sont en construction. Vous savez aussi également que les formateurs de ces lycées ont été envoyés dans d'autres pays pour être formés et que la formation de ceux qui vont enseigner dans ces lycées ont été déjà réalisés, que les plans de ces lycées, les constructions ont démarré et donc ça va venir. Que nous ayons connu quelques mois de retard n'est pas un problème. Ça arrive compte tenu des aléas dans la mise en œuvre d'un projet. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas Patrice Talon qu'on va reprocher des éléphants blancs. Patrice Talon, le président Patrice Talon nous a prouvé depuis 8 années que ce qu'il dit, il le fait. Alors, en termes d'emploi, le cas de la zone industrielle est souvent cité comme un exemple. C'est à croire que tous nos jeunes sont destinés à aller à Glodjigbe. Non, pas du tout, pas du tout. Les statistiques de l'emploi, c'est-à-dire que quel est l'emploi qu'on propose là-bas? Glodjigbe nous apporte un souffle nouveau à l'emploi par l'industrialisation, où nous avons besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans l'industrialisation. Et donc, ça permet de résoudre le problème du chômage dans notre pays et de contribuer grandement. Et c'est pourquoi on en parle.
Il n'y a pas d'entreprise qui recrute autant que Glodigbe aujourd'hui. Et il faut savoir que Glodigbe, c'est une plateforme où il y a plusieurs entreprises. Ce n'est pas une seule entreprise. Mais quand même, ce sont de très grandes entreprises. Si vous prenez une seule entreprise de textile, elle est capable de recruter 15 000 personnes. 15 000 personnes. Et nous en avons 3 à 4 je pense, qui s'installent dans la zone. Et donc, vous voyez l'impact que cela, c'est pourquoi on en parle beaucoup. Et je ne connais pas d'autres entreprises dans notre pays qui emploient autant de personnes que les industries, enfin que les entreprises installées à Glodigbe. Mais qu'à cela ne tienne, il y a, en dehors de Glodigbe, il y a Semer, il y a les autres entreprises qui recrutent tous les jours. Je peux vous dire que selon les statistiques de l'Instad, que chaque année, il se crée dans notre pays plus de 40 000 entreprises. 40 000, je pense que le dernier chiffre est de 56 000 entreprises qui ont été créées. Et toutes ces entreprises recrutent. Si ces entreprises recrutent une seule personne, chacune, c'est déjà 56 000 emplois qui ont été créés. Et si on y ajoute le propriétaire, qui est aussi un employé, cela fait le double. Et donc, on ne dit pas seulement que l'emploi se crée à Glodigbe, l'emploi se crée par 56 000 autres entreprises dans le pays. Mais ce qui est fait à Glodigbe est quand même assez visible, assez extraordinaire pour qu'on en parle suffisamment. C'est pourquoi on en parle. Comment on s'assure qu'au niveau de notre jeunesse, que l'emploi soit justement, comment on dit, accessible, disponible pour les jeunes, notamment ceux qui sont à l'intérieur du pays, parce qu'on a souvent le sentiment que tout est concentré à Cotonou. Nous oublions assez souvent que nous avons aussi des jeunes à l'intérieur du pays. Non, ce que notre agence, l'Agence nationale, fait, c'est de publier ces offres. Nous faisons en sorte que l'équité puisse prévaloir dans nos décisions et dans nos choix. D'abord, ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que l'offre soit publiée par tous les canaux. On ne peut pas nous reprocher cela. Sur tous les réseaux sociaux, tous les jours, nous publions les offres d'emploi. L'ANPE publie les offres d'emploi tous les jours sur les différents médias des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, partout nous les publions, afin de nous assurer que le dernier Béninois dans son village puisse avoir accès à cela. Et nous les publions également par les autres médias. Nous en parlons, vous ouvrez vos radios, vos télés, vous allez entendre parler de Azoli, des offres d'emploi de Azoli. Vous allez voir dans les journaux, à la télévision, parler de PSIE. Nous faisons en sorte que la communication puisse atteindre le dernier des Béninois. Maintenant, bon, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Alors, si vous avez... Donc, nous faisons cela, c'est déjà de l'équité. Mais je voudrais vous dire que nous avons fait plus que cela. Si je prends le cas de Glodigbe dont nous parlons, après 2 années de recrutement, nous nous sommes rendus compte dans nos statistiques que les jeunes de la partie septentrionale avaient quelques difficultés à venir se faire recruter à Glodigbe. D'abord, le transport. Et où est-ce qu'ils vont rester pour faire le test? Parce que les tests se font dans l'usine, directement. Et quand nous avons remarqué que les taux étaient un peu faibles et que n'étaient pas suffisants, et que nous avons fait une petite enquête, nous sommes rendus compte qu'ils ont plus de difficultés que celui qui vient de Zer, que celui qui vient de Avrancourt, que celui qui vient de Lokossa. Ils ont aussi des difficultés, mais que celui qui vient de Materi en a beaucoup plus. Nous avons décidé souverainement d'aller faire les tests au nord, plus proche de chez eux. Et nous avons organisé cette année 2024 2 tests à Parakou et à Natitengu, 2 tests qui nous ont permis de retenir 2200 personnes, plus de 2200 personnes qui intègrent actuellement les usines de Glodigbe. Et toutes ces personnes on a rapproché, ce n'est pas qu'on a favorisé, on a favorisé personne. On a rapproché le test de recrutement de leur lieu de résidence, afin qu'il n'ait pas de difficulté à venir jusqu'à Glo pour faire le test et parfois à échouer, à retourner avec des frais de transport élevés. Donc, nous avons rapproché le test et le test nous a permis d'avoir, mais je me rappelle du chiffre maintenant, c'est 2406 personnes qui ont été retenues dans tous les départements du Nord, les 4 départements du Nord. Et aujourd'hui, plus de
à peu près 1500 sont déjà intégrés parce que l'intégration se fait progressivement. Ils ont été retenus comme qualifiés pour travailler à Glodjibé et au fur et à mesure des besoins, nous les intégrons. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous faisons pour leur faciliter encore la tâche? Nous affrétons des bus et les bus vont les chercher à Natitengu et à Parakou. Chaque fois qu'une entreprise de Glodjibé nous demande de l'intégration des jeunes, d'une partie des jeunes, 100, 200, 300, nous affrétons des bus. Les bus les amènent directement à l'usine, on les intègre et nous leur payons en même temps des frais de survie. Ça s'élève à combien? Ben, écoutez, c'est des forfaits que nous leur donnons pour se débrouiller en attendant quelqu'un qui débarque normalement. Écoutez, quand vous avez pris service à Canal 3, personne ne vous a donné des forfaits. On fait de la fixation. Tous vos exemples vous ramènent à Canal 3. Mais parce que c'est plus compréhensible pour vous. Vous savez, donc, nous leur donnons des forfaits pour que ils ne puissent pas être désorientés, les premiers besoins ils puissent être assurés. Alors, ce n'est pas, vous n'allez pas critiquer cela. Non, justement, ce n'est pas parce notre que intention. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'est même pas fait aux fonctionnaires ni aux privés. Ce n'est pas notre intention. Dans vos arguments, vous avez estimé qu'on a créé beaucoup d'entreprises et par la même occasion, beaucoup d'emplois. Mais ce qu'on recherche le plus, c'est que l'emploi puisse apporter à un citoyen un bon salaire qui puisse lui permettre de vivre aisément. On parle d'un emploi décent. Combien gagne à la Glodjibé pour permettre à un jeune de vivre à Cotonou dans les environs? Non, il ne m'appartient pas de dévoiler les salaires des jeunes à la télévision, ni l'entreprise ne me le permettra pas. Est-ce que les millions d'emplois que vous avez créés, dont vous êtes fiers, permettent aujourd'hui à un jeune de vivre décemment? Bien sûr, vous savez. Attendez. Je ne sais pas que je ne veux pas, je ne le connais même pas. Mon rôle n'est pas d'aller demander au chef d'entreprise combien tu payes à tes agents. Ce n'est pas mon travail. Vous vous arrêtez juste à l'emploi? Mon travail... Les conditions, comment les jeunes sont traités, est-ce que le contrat est respecté? Le contrat est respecté. Il y a une autre direction, la direction du travail, qui s'occupe des conditions de travail. Ce n'est pas le travail de la NPE. Et je ne me mêle pas du travail des autres. Je fais ce qu'on me demande et j'essaye de le faire bien. Mais je n'ai pas à me mêler du travail des autres. Les conditions du travail dans l'entreprise ne relèvent pas de la NPE. Cela relève d'une autre direction qu'on appelle la direction du travail. C'est elle qui est à elle qu'il est assigné la réglementation en matière de travail, les conditions de travail, et ils ont cette relation avec les employeurs. Et moi, je n'ai pas cette relation. Et donc, je ne peux pas ici, à la télévision, me mettre à dire telle entreprise paie tel salaire à ses employés. Vous-même, vous ne serez pas content de cela. Monsieur Mouguedji. Mais ce que je veux répondre à votre question, c'est de savoir, est-ce que ce qui est payé... Je pense que ce qui est payé est décent, à mon avis. Pour le moment, je n'ai pas encore vu que... Aujourd'hui, vous connaissez le coût de la vie à côté de nous, avec ce que nous observons comme cherté de la vie. C'est beaucoup de difficultés. Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour vous et moi également. C'est peut-être pour ça que les gens estiment qu'en matière d'emploi, on n'a vraiment pas évolué. Comment on n'a pas évolué? Comment vous pouvez dire ça? Quels sont vos indicateurs pour le dire? Si vous dites cela, vous dites ça en l'air. Parce qu'ils estiment que le tout ne suffit pas d'avoir l'emploi. Il faut que l'emploi puisse permettre à un citoyen de vivre. Est-ce que l'emploi, pour le moment, l'emploi ne permet pas aux citoyens de vivre? Tout le monde se plaint et tout le monde se plaindra toujours. Du directeur général... Non, ce n'est pas votre cas, M. Amegbeji. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que vous en savez? Mais dites-nous. Mais c'est ce que je vous dis. Tout le monde se plaint. La cherté de la vie frappe tout le monde indifféremment. Cela ne frappe pas plus les plus petits que les grands. Non, ça frappe tout le monde indifféremment. Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire que l'emploi décent n'existe pas dans notre pays. L'emploi décent est une quête permanente. L'emploi décent est une quête permanente que nous recherchons tous. Et plus on nous paye, plus on en demande parce que nos besoins s'accroissent et nous voulons vivre dans un... Vous savez, celui que vous dirigez, il veut bien vivre au même niveau que vous. Mais vous aussi, vous voulez vivre au même niveau que celui qui est votre chef. C'est ainsi, l'homme est ainsi fait. Donc, on ne peut pas dire que l'emploi n'est pas décent dans notre pays. Nous allons terminer peut-être sur ce chapitre-là. Dans mes recherches avant cette émission, j'ai pu lire ça peut vous donner du baume au cœur. On dit après le Niger,
le Burundi et le Tchad, eh bien, le Bénin occupe la 4e place parmi les pays ayant moins de chômeurs en Afrique, selon le rapport Performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique publié en 2024. Le taux de chômage au Bénin est de 1,58%, en mars 2024. Mais pourquoi sur le terrain, oui, je vais poser ma question. Pourquoi sur le terrain, on enregistre toujours des plaintes, des grincements de dents, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Avec ce rapport, par exemple, dit que nous sommes presque dans le meilleur des mondes au Bénin. Ce rapport est-il un rapport du Bénin? Ben, j'ai cité la source. Oui, Perspective Afrique. Donc, ce n'est pas un rapport du Bénin. Oui. Parce que c'est un rapport comparatif entre plusieurs États. Donc, c'est pour dire que si c'est moi qui avais dit ça, bon, on va me traiter sur les réseaux sociaux de drogué, de fou, comme ils ont l'habitude. Non, mais vous avez les éléments nécessaires pour nous dire. Oui, c'est ce que je veux vous dire. Malgré cela, il y a toujours des plaintes sur le terrain. C'est ce que je veux vous dire. C'est pour dire à nos compatriotes que lorsqu'on dit que le taux de chômage au Bénin est aux alentours de 2%, ce n'est pas une création du gouvernement de Patrice Talon. Ce sont des indicateurs internationaux calculés de la même manière. C'est des standards du BIT. Le Bureau international du travail a prescrit la manière de calculer le taux de chômage. Et ce taux de chômage inclut les personnes étant sans activité, mais qui ont recherché du travail dans les 2 semaines de l'enquête, c'est-à-dire on appelle ça recherche active, c'est-à-dire on a déposé une demande d'emploi, on a envoyé son CV, on est sorti pour chercher, on a fait une démarche, on appelle ça recherche active. Et ces personnes, même si en faisant cette recherche active ne trouvent pas de l'emploi, sont prêtes à accepter une offre d'emploi qu'on leur donne. Ce sont ces conditions qui permettent de vous classer parmi les chômeurs. Mais si vous êtes à la maison, vous ne faites rien, vous êtes sans emploi et que vous ne faites pas de recherche active et que vous n'êtes pas prêt à prendre n'importe quel poste qu'on vous propose, alors vous n'êtes pas compris entre les chômeurs. C'est la raison pour laquelle il y a un malentendu entre nos compatriotes et nous. Quand nous donnons le taux de chômage, ils croient que nous mentons, nous ne mentons pas. Mais il faut dire à la réalité des choses au Bénin, ce qui aussi complique la chose, c'est que la majorité de ces personnes qui se disent être au chômage ne sont pas au chômage. Ces personnes sont en sous-emploi. Quelle est la différence? La différence, c'est que ces personnes gagnent de l'argent dans une activité, mais estiment que parce que ces personnes ont un diplôme ou une compétence que ces personnes n'exercent pas, elles considèrent qu'elles sont au chômage. Alors que nous considérons que ces personnes, parce qu'elles gagnent du revenu, si vous travaillez 1 heure par jour, selon la définition du BIT, si vous faites une activité, n'importe quelle activité qui vous rend 1 heure par jour et que cela vous rapporte du revenu, vous travaillez. Vous avez de l'emploi. Vous travaillez. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne l'ai pas créé, je ne l'ai pas inventé. Et les 23 heures, les 23 autres heures qui restent. C'est la définition du Bureau international du travail. Et je n'ai pas à contester cela parce que c'est par ces données que les pays sont comparés. Donc si vous travaillez, et donc cette personne qui travaille 1 heure par jour et qui gagne du revenu, va considérer qu'elle est encore au chômage parce qu'elle ne travaille pas encore selon ses compétences. Mais nous considérons que ces personnes, parce qu'elle a un revenu, si faible, ça peut être faible, mais cette personne travaille. Et c'est ça qui crée le malentendu. C'est ça qui fait que nos compatriotes estiment que, avec tous ces chômeurs-là, on dit que le taux de chômage est faible. Ce qui est important dans notre pays, c'est ce type d'emploi, c'est-à-dire c'est le sous-emploi qui est élevé. Parce que les personnes, et je voudrais rendre vraiment hommage au dynamisme des Béninois. Les Béninois sont dynamiques. Lorsqu'un Béninois se retrouve ne pas trouver de l'emploi dans son domaine, vous le voyez ailleurs, vous le voyez se débrouiller pour gagner sa vie. Cette personne est en train de travailler, même si cette personne n'est pas satisfaite de son travail, parce qu'elle a appris quelque chose, mais n'arrive pas à l'exercer. Nous allons fermer ce chapitre avec les critiques qui sont souvent formulées sur la loi, sur l'embauche. Justement, dans le monde syndical, on estime qu'il y a des dispositions qui renforcent plutôt justement l'employé que l'employeur. Qu'en dites-vous? Non, moi je pense que, et c'est ma foi et ma conviction, il faut renforcer la poule.
C'est ça. Parce que c'est elle qui va pondre les œufs. Si nous avions renversé les choses et que cela ne nous a pas permis, pendant plus de 50 ans, de pouvoir avoir une économie développée, à un moment donné, il faut se poser des questions. On ne peut pas imposer aux employeurs un certain nombre de choses qui les amènent à fuir le Bénin, qui les amènent à être ruinés ou à fermer leur entreprise. La loi sur l'embauche n'a rien fait d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut la loi sur l'embauche, confier le plein pouvoir à l'employeur qui dispose de toutes les possibilités, n'est-ce pas, pour mettre un terme au contrat de son employé. L'employeur peut mettre... Comme bon lui semble. Oui, mais il devra en répondre. Parce que vous dites qu'il faut renforcer la poule. On oublie qu'avant, la poule ne peut pas avoir des œufs sans peut-être le coq. Le coq qui est l'entourage des... Oui, il faut renforcer la poule et le coq. Oui, le coq. Si le coq ne mange pas bien, il ne peut pas faire ce qu'il faut faire pour que la poule ait des œufs. Mais vous ne parlez pas du coq ici, vous parlez des œufs. Non, mais vous parlez ceux qui doivent aider l'entreprise à avoir une bonne santé... C'est l'État. On a l'impression... C'est l'État. Ceux qui travaillent à l'intérieur. Non, c'est eux. Ceux qui travaillent les travailleurs, la poule, ici, la poule, c'est l'entreprise. Les travailleurs, ce sont les œufs ou les poussins. Pour qu'on ait les poussins, pour qu'on ait des travailleurs, pour qu'on ait des œufs, il faut la poule. Et la poule, on doit la nourrir. Et c'est pour cela que l'État crée les conditions pour que la poule soit bien, afin de pondre beaucoup d'œufs. Comment on s'assure avec cette possibilité qu'on offre à l'employeur qu'il n'y ait pas d'abus sur l'employé? Non, il ne peut pas avoir d'abus parce que... C'est la crainte non, il ne peut pas avoir des acteurs du monde syndical. Non, il ne peut pas avoir d'abus parce que aujourd'hui, la justice est là pour trancher. Lorsque vous vous sentez lésé, la nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? Elle n'a fait que dire que désormais, lorsque vous vous séparez de votre employé, et que cette séparation est abusive, vous devez payer à cet employé au moins 9 mois de son salaire. Alors, quel est le problème que ça pose? Le problème qu'on a essayé de résoudre, c'est qu'avant, on n'avait pas fixé le quantum. On n'avait rien fixé. On avait laissé le libre cours aux tribunaux. Et vous allez dans certaines décisions, et c'est ça, vous devez comprendre cela, et nos compatriotes doivent comprendre cela. Une entreprise qui se sépare de son employé abusivement, je dis, il a abusé sur l'emploi. On va au tribunal et on condamne l'entreprise à payer plus que son capital. Mais qu'est-ce qui se passe après? L'entreprise ferme. Et cet employé qui réclame cela perd son emploi, mais ses autres confrères qui travaillent dans l'entreprise perdent également leur emploi. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça qu'on a corrigé. C'est ça que la loi sur l'emploi a corrigé en disant, désormais, le juge ne peut plus condamner une entreprise à payer de façon illimitée. Le juge est obligé de rester dans 9 mois de paiement de salaire pour permettre à cet employé de pouvoir rechercher un nouvel emploi dans ce délai-là. Est-ce que ce qui a été fait, ce n'est pas de renforcer la poule? Mais avant, on détruisait la poule. On laissait libre cours à la destruction de la poule. Et quand on détruit l'entreprise, ce n'est pas seulement l'employé qui est abusivement renvoyé, qui perd son emploi, mais c'est également ses confrères. On marchait sur la tête. Il faut maintenant qu'on marche sur nos pieds. On devrait saluer cette réforme. Mais si vous êtes aussi soucieux de la vie de la poule, au même moment, dans le même contexte économique, nous voyons des entreprises dont on ferme les portes pour des décisions. Dans le monde des médias, cela existe. Alors, je voudrais évoluer justement dans la suite de... Ça vous fait sourire? Oui, parce que vous ne me donnez pas l'occasion d'en parler, mais allons-y. Ok, d'accord, si ça vous intéresse. Nous avons des médias qui sont fermés et on n'a pas conservé la vie de la poule. Oui, évidemment. Comme je l'ai dit, il y a des médias qui ont été fermés, comme d'autres entreprises également. Il y en a d'autres qui sont créés. Vous n'en parlez pas. C'est ça votre comparaison. On détruit, on crée et on devrait se contenter de ça. Non, c'est la loi normale des choses, M. Guédénon. Si dans votre posture, on peut vous comprendre. Hein, vous êtes là pour promouvoir l'emploi. Et donc, quand on crée des entreprises, ça vous fait plaisir. Et vous citez ça en exemple chaque fois que vous prenez la parole. Mais celles qui sont fermées également, ça crée de la douleur autour. Absolument, j'en pleure. Toutes les fois qu'un emploi est supprimé, mon cœur saigne. Mais c'est la loi de la nature. Les gens naissent et les gens meurent. Parfait. Les entreprises naissent et des entreprises meurent. D'accord. Vous devez être conscient de cela.
Et ce n'est pas parce que les gens meurent et que nous pleurons quand nous perdons nos parents que la mort va cesser de frapper à notre porte. C'est ainsi la vie. On va évoluer. On va évoluer, on va parler politique. Il y a le parti, enfin, les forces politiques de l'opposition qui sont allées gentiment vous voir avec des préoccupations qu'elles ont estimées assez pertinentes. Mais ce que vous, votre parti politique a trouvé à dire, tout ce que votre parti politique a trouvé à dire, c'est de leur renvoyer leur copie pour leur dire, mais ce que vous dites là, c'est en déphasage avec les tests, c'est pas assez pertinent. Non, ça repose sur un manque de confiance du travail fait par la NIP et tout ça. Qu'est-ce qui justifie votre position au niveau de l'UP Le Renouveau? Non, ce que nous avons dit est assez clair quand même, monsieur Aounou. Ils sont allés nous voir pour demander de partager avec eux l'esprit de l'audit, enfin leur proposition de l'audit du fichier électoral. Nous avons dit, soit, pas de problème, nous les accueillons, mais nous attirons gentiment et poliment leur attention sur le fait qu'ils ont commis quelques erreurs. Ils n'ont pas lu la loi. Ils sont en train de se tromper. Ils sont sur un chemin erroné. Ils sont en train de se tromper de chemin. Que le fichier électoral n'existe plus dans notre législation. Nous leur avons rappelé cela gentiment. Nous leur avons rappelé également que l'audit du fichier électoral ne peut pas se faire maintenant. On ne peut pas auditer quelque chose qui n'existe pas. Et nous leur avons demandé de bien vouloir attendre les 120 jours avant les élections où le fichier sera extrait pour leur permettre de faire leur audit. On n'a jamais dit de ne pas faire leur audit. On a juste rappelé les dispositions législatives qui organisent cela pour leur dire, mais écoutez, attention, chers amis, chers confrères, si vous voulez que nous fassions l'audit du fichier électoral, il faudra attendre. Il nous faudra, parce que là maintenant, si on décide d'y aller, on va auditer quoi? Mais cela n'est pas un rejet, comme vous l'avez dit dans votre introduction. On n'a rien rejeté du tout. Le communiqué est assez clair avec des mots. Ah, vous l'avez lu? Il n'y a aucun mot qui parle de rejet. Est-ce que vous avez besoin... Le champ sémantique en français est assez large. Vous n'avez pas besoin de dire rejeter pour rendre une copie à quelqu'un. Non, on a Parce que lorsque vous dites là maintenant que toutes ces forces-là, le GSR, le MPL, les démocrates et tous ceux qui sont ensemble là, qui n'ont pas lu les tests, ça paraît un peu comme une petite insulte à mon avis. Ah. Parce que c'est des gens qui sont acteurs politiques au Bénin comme vous, mais qui ont des préoccupations. Vous dites qu'ils n'ont pas lu les tests et tout. Monsieur Aounou, oui. Est-ce que ce que nous avons dit est vrai? C'est dans les tests ou pas? Est-ce qu'ils l'ont lu? S'ils l'ont lu, peuvent-ils demander d'auditer le fichier électoral qui n'existe pas? C'est tout. Est-ce que ça, c'est pas des faits? C'est factuel, hein? Quand vous dites que... Mais au même moment, en face de vous, la plateforme des organisations de la société civile semble ouverte un peu à leur requête, hein, parce que là-bas, au moins, ils ont eu comme une acceptation. Chez vous, l'ouverture... Non, ne caricaturez pas. Nous n'avons pas rejeté le cadre de concertation. Nous avons rappelé le cadre de concertation, le cadre législatif, et nous sommes ouverts à discuter avec eux. On n'a jamais rejeté la main tendue. Ils ne vivent plus dans le même monde que vous, apparemment. Ah, c'est leur droit. S'ils décident de ne pas lire les tests, c'est leur responsabilité. Et s'ils vivent dans un passé sans voir que les choses ont évolué, il est de notre rôle de le leur rappeler. Alors, mais cela ne veut pas dire que nous avons rejeté leur offre, pas du tout. Alors, si pour le moment, vous n'accompagnez pas la démarche du cadre de concertation des partis de l'opposition en ce qui concerne l'audit du fichier électoral, est-ce que tout au moins, vous êtes sensible aux problèmes qui sont posés au niveau du fichier électoral? Bien entendu. Il y a connu plusieurs élections et même dans plusieurs rapports, que ce soit du côté de la Sénat, au niveau des partis politiques, il y a des problèmes au niveau du fichier. Est-ce qu'au moins votre parti partage ces problèmes-là et est disposé à ce qu'on trouve des solutions pour que les mêmes problèmes ne reviennent pas en 2026? Absolument, absolument. Je voudrais vous dire que les problèmes que nous avons connus lors des dernières élections, les dernières élections législatives, nous font croire que s'il n'y avait pas eu ces problèmes, nous aurions eu plus de députés, nous aurions eu plus d'élus. Et donc, nous sommes victimes, nous avons été victimes de ces problèmes-là. Et donc, nous ne pouvons pas souhaiter que ces problèmes se répètent. Et donc, nous travaillons avec les institutions, à savoir la Sénat, la NIP et autres,
pour que ces problèmes ne se répètent pas, parce que nous payons un prix trop lourd à ces problèmes-là. Maintenant, que l'opposition décide, par manque de confiance, de faire un audit, c'est son droit, nous ne lui dénions pas cela. Nous lui demandons simplement de garder le leadership et de le faire. Il n'y a aucun problème. Le chef de l'État leur a déjà accordé le financement et l'autorisation de le faire. Il n'y a aucun problème à cela. Tout ce que nous travaillons à faire, c'est que nous puissions avoir des élections transparentes, des élections qui nous permettent d'avoir plus d'élus, que les problèmes de déplacement de personnes que nous avons connus ne puissent pas se répéter. Mais cela demande également, et c'est pour cela que nous nous organisons, qu'au niveau de nos partis politiques, nous puissions travailler à éduquer nos militants à aller vérifier leur nom sur les listes électorales. La NIP, les institutions, quelles qu'elles soient, ne pourront jamais tout faire à notre place. Il y a des moments où on nous demande à nous-mêmes d'apporter notre effort par la vérification sur les listes électorales de nos noms. La plupart des Béninois ne le font pas. Et de faire les réclamations nécessaires. Je vais vérifier, je regarde qu'on m'a classé à Kadiaou alors que je voudrais voter à Calavi. On me donne la possibilité de changer cela. Mais je ne le fais pas. Et après, je crie que mon nom est à Calavi. Je n'ai pas de responsabilité dans ce dysfonctionnement-là. Alors, quand je prends la position de votre parti et que je vois la démarche des partis de l'opposition qui estiment qu'il y a des problèmes politiques et pour eux, il faut des solutions politiques, est-ce que cela ne rend pas le contexte particulier pour qu'ensemble, les forces politiques puissent s'associer et travailler ensemble, un peu comme nous l'avons vu dans d'autres situations dans ce pays? Oui, mais M. Guédenon, dans ce cas... C'est à croire que quand l'initiative vient de l'opposition, la mouvance reste campée sur sa position et bloque les choses. Non, pas du tout, pas du tout. Vous voyez ce que vous venez de dire. Si l'opposition veut poser des problèmes politiques, que l'opposition pose des problèmes politiques. Mais c'est politique. Non, M. Guédenon, ils sont venus parler d'un problème d'audit du fichier. Si vous voulez dire que derrière les problèmes de fichier, ils cachent des problèmes politiques, vous voyez que nous sommes trompés, nous sommes abusés. Le cadre a proposé de mettre en place un comité politique pour avoir un regard sur le travail de l'ANI, par exemple. Ah, vous aurez accepté ça? Et qu'est-ce que va faire la Sénat? Et quel est le fondement? Parce que ça n'a pas de fondement juridique. Le comité politique d'encadrement, quel fondement juridique cela a? Et si cela nous permettait d'évoluer, de régler nos problèmes? Quel est le problème que ça permet de régler? On en a cité. C'est le comité politique qui va régler les problèmes de déplacement des gens. Le politique a un œil sur ce que fait le technique. Soyons sérieux, vous essayez de me faire croire, et ça je ne le savais pas, que le cadre de concertation de l'opposition avait des problèmes politiques à poser et qui se cachent derrière l'audit du fichier. Non, si on fait ce que vous dites. Si on fait l'audit, si vous vous accordez à faire l'audit finalement, c'est que ça va régler des problèmes politiques aussi. Non. Et ça va nous permettre si de... le cadre veut qu'on discute des problèmes politiques, nous sommes ouverts, notre siège est là, nous sommes disponibles à discuter avec eux des problèmes politiques. S'ils veulent qu'on discute des problèmes de l'audit du fichier, ce qu'ils ont amené, nous avons apporté notre réponse claire et nette. Oui, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais ils ne nous ont pas parlé de problèmes politiques. Parlant de réponse, justement, ils sont allés voir également le BR, le Bloc républicain, et c'est pratiquement la même réponse qui leur a été servie. Est-ce que c'est par hasard des consignes reçues pour... Vous ne voulez quand même pas que je réponde du BR ici, sur votre plateau. Je réponds de l'UPI. Vous êtes des partis siamois. Non, nous sommes différents. On vous dit Bloc républicain et on dit l'Union progressiste, le renouveau. Vous avez le même père, ce sont deux enfants de... Vous ne voulez quand même pas que ce soit moi qui parle au nom du BR. Je ne le ferai pas. Ce sont deux enfants d'un même père. Donc on voudrait savoir s'il y a une consigne particulière qui a été donnée. Non, nous répondons de ce que nous disons. Donc vous n'avez pas reçu de consigne de qui que ce soit. De qui? Je demande. Non. Nous n'avons reçu de consignes de personne. Nous répondons de nos actes. Nous sommes assez responsables quand même pour répondre de nos actes et de ce que nous disons. Donc, alors, est-ce que dans le paysage politique aujourd'hui, l'environnement n'est pas un peu vicié? L'opposition, quand c'est vous qui apportez quelque chose, l'opposition rejette. Quand c'est l'opposition qui apporte quelque chose, la mouvance ne semble pas très ouverte également, comme un jeu de tu me tacles, je te tacle. Est-ce que on n'est pas dans un cercle vicieux là? Bon, écoutez, n'exagérez rien, hein, vous savez,
dans les grandes démocraties, ça se passe ainsi aussi. La majorité l'emporte toujours. Oui. Je ne vois pas donc vous jouez le rôle de la majorité. Mais c'est le rôle, c'est le jeu de la démocratie. Mais là, ne voyez pas ça de façon extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein? Donald Trump vient de gagner. Il est en train de nommer ses ministres. Les autres ne sont pas d'accord. Il va les nommer. Qu'ils soient d'accord ou pas, il va les nommer. C'est comme ça. Et dans 4 ans, si la majorité change, les choses vont changer. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas non plus trop voir ça comme un drame parce que l'opposition s'oppose. Bon, c'est leur rôle. Oui, le drame, c'est sans doute les conséquences que nous voyons depuis quelques années à chaque fois que nous organisons les élections. Des mouvements d'humeur, voilà, dans nos villes, dans nos localités, beaucoup de bruit. C'est ce qu'on veut éviter. Ou pour l'opposition, c'est ce qu'elle veut éviter. Oui, mais écoutez, nous sommes d'accord sur ça. Ce que nous avons vécu par le passé, nous ne souhaitons pas que cela se répète. Et nous devons tous travailler à cela. Que le civisme et le patriotisme puissent prévaloir sur toutes nos revendications et toutes nos envies de diriger ou de gagner. Après tout, le pays est plus important que nous. D'accord. Alors, dans mon introduction, j'ai posé une question que je vais vous faire tout de suite. Si fichier électoral, problème politique, même si vous n'en voyez pas, ce ne sont pas des priorités de l'heure. Qu'est-ce que vous faites dans la perspective de 2026, en votre sein, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau? Mais nous nous organisons, comme vous pouvez le constater. Depuis quelques mois, nous travaillons à l'ancrage de nos structures. Nous avons pu installer nos cellules dans tous les villages du pays. Nous sommes actuellement à la phase de formation des membres de nos cellules, de nos sous-sections et de nos sections, dans la mesure où nous pensons qu'être militant de notre parti, c'est partager des valeurs. Et ces valeurs, il faut les connaître. Et nous avons décidé de faire de la formation de nos militants de manière à ce qu'ils puissent connaître nos valeurs, qu'ils puissent connaître nos tests, qu'ils connaissent également le code électoral. Nous leur expliquons tout cela, de manière à ce qu'ils soient des militants qui puissent être aguerris de nos tests, de nos valeurs, mais également nous leur communiquons nos stratégies de conquête et d'expansion du parti dans leur localité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous nous préparons. Et dans cette préparation, nous n'oublions pas les échéances à venir. Nous mettons en place les différentes structures pour réfléchir aux différents programmes et à notre offre politique, si je puis ainsi dire. C'est quoi votre défi pour 2026? Mais c'est de gagner les élections. Gagner toutes les élections. Ah oui? Ah oui, c'est notre challenge. Nous nous cachons pas. Communale, législative, présidentielle. Nous voulons que les élections de 2026, les élections générales de 2026, que l'UP Le Renouveau, qui aujourd'hui est le parti le plus grand, puisse une fois encore gagner davantage de sièges pour montrer toute notre force et que l'offre politique que nous avons faite a une adhésion massive de nos populations. Mais on n'a pas l'impression que le débat se fait au sein des partis politiques. Ça, c'est vous qui le dites. Vous en faites, justement. Mais pourquoi pas? Parlez-nous-en. Pourquoi pas? Oui. Et toutes les réunions que nous faisons, c'est pour faire quoi, vous croyez? C'est pour débattre. Alors, les primaires au sein de l'UP Le Renouveau démarrent quand? Mais ça viendra. On vous communiquera en son temps le chronogramme de nos activités. Alors, attendez de le recevoir. Est-ce qu'il y a déjà des manifestations? Et s'il doit y avoir des primaires, vous pensez que c'est à moi de venir l'annoncer sur vos plateaux? Des manifestations d'intérêt au sein du parti? Je ferai au moins l'honneur. Pourquoi cela serait si compliqué pour vous de Pourquoi parler ce serait des primaires? compliqué? Il n'y a rien de plus basique que ça. Alors, donc, quand votre directeur va ne vouloir... Ne dites pas quand même. Encore. Alors, bon, alors non, c'est pour dire, placer les choses dans leur chose. Vous savez très bien qu'une chose importante de ce genre reviendrait aux premiers responsables, aux différents premiers responsables de l'annoncer. Ce ne serait pas à moi de venir sur un plateau vous dire que les primaires auront lieu demain. Ce ne serait pas responsable. Et vous direz que notre parti n'est pas assez organisé. Mais non, il y a trop... on ne dira pas ça. On dira plutôt que vous faites de la bonne communication. Non, vous voulez nous pousser à la faute. Le constat que nous faisons, ce n'est pas seulement le renouveau. C'est pratiquement toutes les formations politiques qui gardent ce silence, cette timidité, ou je dirais cette peur d'ouvrir le jeu en leur sein et permettre à l'opinion de savoir que les choses bougent. Ou bien c'est peut-être le chef de l'État qui influence un peu le jeu à votre niveau, puisque lui estime qu'il faut attendre 6 mois avant les élections pour qu'on puisse se faire une idée de qui sera peut-être candidat au niveau de l'UP, au niveau de BR et d'autres formations politiques. Vous savez, est-ce que c'est aussi ça votre agenda? Non, je vais vous dire, vous savez, si vous êtes à notre place, vous ferez pareil.
ok? Ce qu'il y a, c'est qu'avant d'aller plus loin, nous devions nous organiser. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez commencé depuis la création de votre vous parti. Êtes pressé. Vous parlez encore. Vous existez, vous recevez du financement public pour animer la vie, la vie publique. Monsieur Guédénon, si nous ne nous organisons pas et qu'on commence à parler de primaire, qu'est-ce que ça va donner? Du désordre. Ça permet à chaque militant de s'exprimer. Non, quel militant? Il était déjà militant, il était dans une cellule, il était déjà connu, il était déjà formé. Monsieur Amegbedji, Écoutez, il n'y a pas eu la troisième guerre mondiale quand il y a quelques années en arrière, on le faisait de la sorte. Ça animait et ça permettait de faire vivre le terrain politique. Et voilà le résultat que ça a donné. C'est ce résultat que nous n'avons pas aimé. Mais quel résultat ça a donné? Mais ça Vous parlez de quoi? Ah, mais écoutez... Donc vous parlez de quoi? Le désordre d'avoir à l'élection présidentielle 40 candidats. Non, c'est une expérience que nous avons faite jusque-là, mais vous n'allez pas vous prévaloir de cela pour dire, écoutez, maintenant, il faut fermer la bouche à tout le monde jusqu'à... Mais qui a dit de fermer la bouche à tout le monde? Puisque vous ne parlez pas. Mais qui vous a dit? Vous ne parlez pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce qui vous manque, c'est que vous voulez que nous, on escamote notre programme. Non, vous ne pouvez pas réussir à le faire. Pas du tout. On ne veut pas pour le moment, que vous escamotez votre programme. Ce qu'on veut, c'est de savoir ce qui se fait. Le parti politique... Je viens de vous dire ce qui se fait. Et je viens de vous dire également que le débat est pour le moment à l'interne. À l'interne, nous allons faire le débat jusqu'à un certain niveau avant de le passer à l'externe. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on organise nous-mêmes notre autodestruction? Mais est-ce qu'il y a des manifestations d'intérêt au sein de l'UP Le Renouveau actuellement? Bien entendu. Ah oui? Ah oui. Ils sont nombreux, ceux-là qui se manifestent? Ils sont nombreux, ils sont dans les cellules, dans les sous-sections qui veulent. Ils sont partout. Dans la haute direction, oui. Le premier responsable aussi, il en manifeste? Mais tous les... Vous, d'autres personnes... Mais bien sûr. Donc vous confirmez que Diogbono sera président de votre parti? Ah, je ne sais. Il est président de notre parti. Il sera candidat, pardon. Il sera candidat. Comment? Il sera candidat au nom de votre parti. Mais puisque vous venez de dire que les gens en parlent au niveau de votre parti déjà. Oui, les ambitions, on ne peut pas les empêcher. Les ambitions, elles sont nombreuses. Il y a ceux qui veulent être maire, ceux qui veulent être conseillers, ceux qui veulent être députés, ceux qui veulent être président. Ça foisonne dans notre parti. On est quand même un grand parti. Ça foisonne. Et nous avons l'obligation de contenir tout cela dans la discipline. Et on ne peut pas faire ce débat dans le désordre comme vous voulez qu'on le fasse. Il y a les informations que nous avons, la question des clans aujourd'hui dans les partis politiques. Vous en vivez aussi, surtout après l'affaire de tentative de coup d'État, on aurait appris que les partis sont saucissonnés, il y a des clans par-ci, par-là. Est-ce que c'est une vérité? Mais écoutez, dire ici qu'il n'y a pas de clan au sein d'un grand parti comme l'UP serait vous mentir. Il y en a. De quel mais clan? Notre rôle... Non, écoutez, attendez. Mais pardon, notre rôle en tant que dirigeant, c'est de travailler à rapprocher les clans pour avoir l'unité dont nous avons besoin pour affronter les élections. Ça ne manque dans aucun parti. Ça ne présage pas d'une gestion difficile de ces questions de désignation de candidats pour les prochaines élections? Ça sera difficile, certes, mais on affranchira cela. Vous le voyez vraiment? Vous êtes sincère? Mais je suis sincère. Ah oui? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que nous disons, nous sommes là à observer que... Non, écoutez, nous travaillons. Nous sommes des humains. Nous sommes des politiques. Et lorsqu'on met des politiques ensemble, c'est clair qu'il y a... il y a achoppement parfois d'ambition. Mais ça existe dans tous les partis. L'une des grandes ambitions de la réforme du système partisan, c'est de faire en sorte qu'au niveau des partis politiques, on puisse avoir des candidats, des gens qui ont un parcours plutôt que des candidats qui viennent de l'extérieur, un peu comme ce que nous avons connu jusque-là. Est-ce qu'à l'UP, vous êtes sûr et certain de proposer un candidat qui viendra au sein de votre parti comme candidat à l'élection présidentielle? Absolument. Et si c'est quelqu'un qui viendra de l'extérieur? Parce que la loi le permet aussi. On peut proposer quelqu'un qui n'est pas de votre parti, que vous devez soutenir. Est-ce que, selon vous, ça va marcher? Pourquoi vous dites on peut proposer? Qui va nous proposer? Des gens du parti peuvent en proposer. Ça peut venir. Pour vous, ça va marcher, ce schéma?
Bon, attendez que les instances du parti puissent statuer sur cette non, question. Mais les éléments d'appréciation en présence oui, aujourd'hui. c'est ça, Est-ce que ça va être une vous petite... m'empêchez de vous répondre. Non, nous aussi, nous allons poser des questions. Oui, mais vous avez posé déjà une question. Quand vous répondez, ça suscite encore des questions. Je n'ai même pas encore répondu. Bon, allez-y. Non, vous savez, nous travaillons à ce que les candidats soient au sein de notre parti. C'est cela la logique du... Ça, c'est l'idéal. C'est la logique de la réforme du système partisan que nous avons adoptée. Et nous nous en tiendrons à cela. Si quelqu'un veut être candidat dans notre parti, il faut qu'il vienne dans notre parti. Ce serait illogique de notre part d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur de notre parti. Aux dernières minutes, un peu avant les élections, il vient et puis... Vous allez Monsieur Aounou, déclarer pour... vous m'avez posé une question, je vous ai dit et je vous affirme que nous travaillons oui, et nous croyons. Je donne un autre schéma. Quel schéma vous donnez? Oui, vous dites si quelqu'un veut être candidat qui vient dans votre parti. Mais bien sûr, nous n'allons pas aller chercher le candidat à l'extérieur de notre parti. Si en votre sein, par exemple, vous n'arrivez pas à en trouver un qui vient à la dernière minute... Qui nous a dit qu'en notre sein, on ne peut pas en trouver? Donc, avec tout ce que nous avons comme personnalité, avec tout ce que nous avons comme politique. Donc vous avez beaucoup de présidentiables. Mais bien entendu, et nous nous en réjouissons d'en avoir beaucoup. Quel est le problème que ça pose? Est-ce que ça pose un problème? Et donc, nous n'avons pas de problème d'insuffisance de personnalité ou de politique pour porter notre maillot. Vous avez la réserve minière. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous avez reçu un nouvel adhérent il y a quelques jours en la personne de M. Noël Chadaré. Hier, grand syndicaliste qui critiquait beaucoup la gouvernance du chef de l'État que vous accompagnez. Il trouvait que c'est un gouvernement qui affame. Tout ça, c'est dépassé aujourd'hui. Vous êtes de bons amis maintenant. Vous savez, nous n'allons pas bouder notre plaisir d'avoir reçu quelqu'un comme Noël Chadaré. Ah, vous savourez cela depuis qu'il est là? Mais bien entendu. Cela démontre encore une fois que le parti Union Progressive Le Renouveau est attrayant. C'est simplement cela. C'est le constat que l'on peut faire. Vous l'avez promis quoi? L'Assemblée nationale, un poste politique? Non, nous lui avons promis de venir pour que nous travaillions ensemble à gagner le pouvoir et à le gérer. Oui, c'est ce que nous lui avons promis. En politique, c'est pas si simple. Il y a toujours des propositions, des garanties. Bon, qu'est-ce qu'on m'a promis, moi, pour que j'y aille? Vous êtes toujours à la tête d'une agence, qui Non, j'étais à la tête de l'agence avant la création du parti. Alors, qu'est-ce que le parti m'a promis? Que vous allez durer peut-être à la tête de l'agence. Vous êtes toujours là. Vous êtes des sorciers. Vous êtes toujours là. Allez, monsieur Amegbedi, dès que vous nous rejoignez, on va travailler à ce que vous restez éternellement à la tête de l'agence. Non, notre politique et notre pratique ne consiste pas à promettre aux gens des postes pour les faire venir. Mais ça compte aussi. Mais à leur vendre notre idéal. Mais ça compte aussi. Non. Les postes, c'est subsidiaire. À leur vendre notre idéal et notre ambition de travailler ensemble pour gagner le pouvoir et l'exercer ensemble. Et c'est dans l'exercice qu'il y aura cela. Mais commencez pas à promettre aux gens ce qu'on n'a pas. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours vous avez fait un avant peu de l'avoir tué. Hein. Vous avez fait un peu le tour. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours. On va lui promettre quoi? Un poste ministériel? On est déjà au pouvoir? Non, on ne peut pas faire ça. Monsieur Amegbedi, vous avez fait un peu le tour de la toile depuis qu'il est chez vous. Oui. Beaucoup de critiques. Les gens estiment que... Mais beaucoup de félicitations aussi. Oui, beaucoup de critiques. Et beaucoup ils ont dit... de félicitations aussi. Vous m'interrompez là maintenant aussi. Mais je n'ai pas posé ma question. D'accord, allez-y. On dit qu'il a trahi les siens, qu'il était dans la sauce depuis, pour parler un peu comme les Ivoiriens, qui faisaient le jeu du pouvoir, ainsi de suite. Vous recevez quelqu'un comme ça qui est accablé de telles critiques. Qu'est-ce que cela vous fait? Comment vous allez faire pour lui donner une image de celui qui est venu par conviction, et ainsi de suite? Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ceux qui voulaient de Noël Chadaré vont se taire? C'est une course. Ceux qui n'ont pas gagné... Soyez plus clair dans vos idées. Ceux qui voulaient de Noël Chadaré... Est-ce que je peux être plus clair? C'est qui? Vous parlez de qui? Les autres concurrents? Les autres qui? Les autres partis? Oui, quel parti? Non, citez-les vous-même. Non, citez les partis. Moi, je n'en sais rien. Je voudrais vous dire, ces critiques viennent de tous ceux qui auraient aimé avoir une personnalité comme Noël Chadaré. Et comme vous avez misé gros, et comme nous l'avons eu, bon, qu'est-ce qu'il peut apporter au parti? Concrètement. Mais il apporte au parti ses compétences, son engagement, sa détermination, sa fougue.
à travailler sur le terrain et nous voulons bien voir. Vous allez pouvoir lui permettre d'extérioriser cette fougue-là au sein d'un parti politique? Pourquoi pas? Notre parti, il était syndicaliste. Bien sûr. Et dans son rôle, il était très fougueux, c'est vrai, mais est-ce qu'au niveau d'un parti politique, on a besoin forcément d'une fougue pareille Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons besoin de travailler sur le terrain et nous avons besoin des hommes de cette trempe-là pour nous aider à conquérir le terrain, à conquérir des militants. Et puis, pour votre gouverne, Noël Chadari ne vient pas seul. Il vient avec ses amis. Il vient avec ceux qui croient en lui. Au-delà de ceux qui le critiquent, il y en a qui sont contents qu'il soit là. Donc, nous n'allons pas bouder notre plaisir. On va finir avec un dernier sujet. On va finir avec les bavures policières. Pratiquement la fin de l'émission. Ces dernières années, on a constaté que certains policiers ont la gâchette facile. Ils se déchargent rapidement sur les citoyens qui sont censés protéger. À Parakou, le jeune Faisal a trouvé la mort. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Est-ce que vous ne craignez pas que le fossé, disons, se creuse entre les citoyens, les forces de l'ordre? Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle au niveau de votre parti politique? Avec beaucoup d'amertume. Ce qui s'est passé sur le jeune Faisal est inacceptable pour nous. Nous ne pouvons pas accepter que la police, que nos impôts permettent de doter de moyens, puisse utiliser ces moyens-là à brimer les citoyens qui sont chargés de protéger. Et donc, l'incident de Parakou nous a émus, nous a montré qu'il y a eu une dérive, une bavure, mais nous avons tout de suite apprécié la réaction du gouvernement qui a décidé de sanctionner cela, qui a décidé de faire en sorte que cela ne se répète plus et qui a décidé de mettre en œuvre toutes les institutions, notamment la justice, pour que ceux qui ont fait cela puissent être punis et puissent rendre compte de cela. Et je ne voudrais pas, dans votre introduction, enfin, dans vos propos, dire que le fossé se creuse entre la police et nous. Nous avons besoin de la police. Nous avons besoin d'une police qui soit républicaine. D'ailleurs, on l'appelle police républicaine, qui nous protège de tout danger et qui nous assure la sécurité dont nous avons besoin pour aller travailler et faire de la production. Nous ne pouvons pas accepter que cette police puisse aller dans cette dérive. Et c'est pour cela que nous apportons tout notre soutien au gouvernement qui a décidé de sanctionner ces faits-là et que désormais ces faits ne soient plus acceptés dans la police et que toute personne qui est coupable d'une certaine bavure puisse en répondre et puisse être radiée de la police s'il le faut. Voilà. Mais je voudrais dire quand même, pour terminer, que quand même, nous avons confiance à la majorité de nos policiers. C'est probablement quelques éléments dégénérés qui commettent cela, qui salissent l'institution policière. Et notre parti, nous allons travailler à ce que l'ensemble de la police puisse continuer d'être républicaine et continuer de faire son travail comme elle a l'habitude de le faire. Votre mot de fin pour conclure cette émission. Mais je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité, mais je ne peux pas ne pas saisir cette opportunité pour souhaiter à votre journal Fraternité joyeux anniversaire. Vous fêtez aujourd'hui vos jubilés d'argent. Je voudrais vous féliciter les acteurs du journal Fraternité, qui a traversé probablement des difficultés, mais qui a eu de la résilience pour se maintenir 25 années durant. Je puis vous dire que personnellement, partout où je suis passé, partout où j'ai eu l'opportunité de prendre la décision, j'ai toujours été abonné et j'ai toujours abonné l'institution que j'ai dirigée au journal Fraternité. Parce que je trouvais que c'est un journal assez objectif dans ses analyses, dans sa production. Et je voudrais souhaiter que les années à venir, les 25 prochaines années, le journal puisse davantage s'ancrer dans le cœur et les consciences des Béninois et puisse s'exporter, pourquoi pas, dans d'autres pays. Je voudrais vous le souhaiter et je vous remercie. Merci, monsieur Hubert Megbedji. Urbain Stanislas Megbedji, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, membre du parti UP Le Renouveau. Vous avez dû le constater avec même son accoutrement. Il nous a accordé plus d'une heure d'échange, zone franche. On a parlé emploi, nous avons parlé sécurité et puis politique avec ces grands sujets qui font l'actualité actuellement. Ce sera tout pour Zone Franche de ce jour que j'ai eu le plaisir d'animer avec Éric Guédénon. On remercie également toute l'équipe de la rédaction et vous, chers téléspectateurs, qui êtes restés
du début jusqu'à la fin de cette émission. On se reprend dimanche prochain avec le même plaisir. Et sachez que nous sommes en fait Fraternité, l'un des maillons du groupe de presse. C'est en fait 25 ans de parcours fêté avec nous et à très bientôt.